sommes ici pour lancer officiellement le projet de protection de la biodiversité que l'association Vision Verte avait soumis au programme et qui a été retenu par le Comité national de pilotage. Donc, en résumé, c'est un projet qui œuvre dans le cadre de la sensibilisation et renforcement de capacité et qui cible les jeunes, une organisation de jeunes et qui cible les jeunes. Il y a aussi un volet aménagement, parce qu'ils vont appuyer un peu la mairie dans l'aménagement des espaces verts. Je dois préciser que ce projet aussi a un focus sur la périphérie du parc national de Niokolo-Koba, qui fait partie de notre zone prioritaire pour la phase 7 du FEM. Donc c'est un projet qui va permettre en tout cas de produire des pépinières pour aider un peu à la restauration de la biodiversité dans plusieurs villages autour du parc du Niokolo, y compris aussi la zone urbaine au niveau de la ville. C'est un projet aussi qui va travailler avec les écoles dans le domaine de l'éducation environnementale. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, donc, dans l'approche du programme de microfinancement du FEM, les fonds sont directement versés dans le compte de l'organisation bénéficiaire qui agit comme une sorte d'agent d'exécution qui est responsable donc de l'exécution des activités du projet, et nous nous occupons un peu du suivi, de l'encadrement et de l'orientation. Et à la fin, il y aura une évaluation finale par un consultant indépendant et qui va faire le point pour dire si le projet a été performant ou pas. Je dois d'abord préciser que le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial n'est pas une ONG. Donc c'est un programme des Nations Unies qui est porté par le PNUD. Le programme de microfinancement du FEM, en anglais c'est GEF Small Grant Programme, c'est le programme de petites subventions. Compte tenu de la taille des subventions qui ne dépassent pas 50 000 $, on parle de microfinancement parce que c'est directement destiné aux communautés. Le fait c'est que c'est le programme qui est ainsi structuré. Il est dédié spécifiquement aux organisations communautaires et les ONG parce que justement dans le FEM en tant que tel, il y a d'autres programmes qui sont portés par les États, les gouvernements, qu'on appelle les projets standards. C'est des projets à milliards. Et à côté de ces projets qui permettent au gouvernement de mettre en œuvre ces politiques, de définir un peu les stratégies politiques et autres, il y a les communautés qui sont à la base, qui sont directement confrontées aux problèmes de dégradation de l'environnement, mais aussi qui ont des solutions. C'est-à-dire que l'esprit du microfem, c'est que les communautés qui sont à la base, ils ont souvent des solutions, disons, intrinsèques au niveau local, qui peuvent être très efficaces dans le cadre de la lutte contre la protection de l'environnement. Donc il est bon que le FEM, soutenant les projets du gouvernement, doit aussi donner un appui à ces initiatives au niveau communautaire. Donc c'est le programme qui est ainsi structuré, c'est spécifiquement destiné aux organisations communautaires de base. Mais une fois maintenant les organisations financées, soutenues, toutes les activités qu'ils doivent mener dans le cadre du projet doivent être en phase avec justement les politiques locales. Ils doivent répondre aux priorités de la municipalité, comme nous sommes le cas dans une mairie, mais également les activités dans ce cadre de projet doivent être également en phase avec les services techniques, les documents de planification au niveau local, les plans de travail des eaux et forêts par exemple, si c'est dans un parc, le plan de gestion et d'aménagement. Donc tout ce que l'organisation bénéficiaire fait doit être bien articulé avec les politiques locales pour qu'on puisse justement remonter les résultats au niveau national. L'éducation environnementale, en plus du rôle d'éveil pour les jeunes, mais aussi c'est un mécanisme de pérennisation, parce que vous préparez l'avenir. Les gens qui vont porter les projets demain, ce sont ces jeunes qui doivent être dès le départ conscientisés, capacités, au point qu'avant de devenir adultes, ils ont déjà toutes les armes nécessaires pour comprendre les enjeux environnementaux aussi au niveau national, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc les problèmes que nous avons avec les braconniers, les coupeurs, les exploitants forestiers, qui en font un métier,
alors que la biodiversité est très menacée, c'est que peut-être on n'a pas eu 20 ans avant, pendant qu'ils étaient jeunes, qu'ils avaient cet âge, pris les dispositions pour déjà inculquer le sens de l'environnement à leur niveau. Et là, je pense que je suis heureux, en tout cas, nous sommes très très satisfaits de voir une organisation de jeunes porte un projet pour sensibiliser les jeunes, pour les préparer à devenir des adultes environnementalistes. Le projet a coûté plus de 38 millions, globalement. C'est le coût global. Nous avons amené une subvention de 19 800 000 et quelques. Le reste, c'est une contribution en nature de l'organisation bénéficiaire. Quand je dis contribution en nature, à chaque fois qu'il doit prendre dans les fonds, la subvention, un volet pour, par exemple, mettre en place une pépinière, il y a toujours la main-d'œuvre qui est évaluée en nature. Donc, ce n'est pas 38 millions en espèces, c'est seulement 19 millions en espèces que nous avons versé par une première partie dans le compte des bénéficiaires. Mais tout le reste, c'est vraiment une contribution en nature. C'est par exemple la contribution de la communauté. Il doit faire une réunion. Il y a à côté peut-être la mairie qui donne gratuitement les chaises, qui donne une salle, etc. Alors que si ça devait se passer à l'hôtel, il y aurait un coût. Donc c'est comme ça, en mettant en place le budget du projet, qu'ils évaluent un peu leur apport. La durée, c'est 1 an. C'est 18 mois depuis la signature du contrat. Donc, fin avril prochain, 2022, le projet aura pris fin. Ajouter aussi sur un autre volet qui est très important dans le domaine de la durabilité du projet. Le fonds d'appui à l'environnement et au développement de 2 millions dans le budget que nous avons dans la subvention, c'est le seul fonds qui n'est pas dépensé parce que c'est un fonds qui génère des ressources. Il soutient les activités génératrices de revenus et il y a toujours des intérêts. Maintenant, parmi ces intérêts, il y a une partie qui est réservée à l'environnement. Quand on dit réservé à l'environnement, à la fin du projet, s'il n'y a pas un bailleur qui vient prendre notre place, la place du Microfem, ils pourront prendre ces ressources pour continuer à reboiser, à entretenir la pépinière, à faire des réunions. Qu'on revienne en arrière. Et souvent, c'est fréquent que les projets se succèdent, mais sans qu'il y ait un mécanisme de pérennisation qui permet à l'organisation de pouvoir continuer à consolider les résultats, même au-delà des années après l'intervention du bailleur. Dans cette région, comme d'ailleurs nous avons identifié les communautés, les populations, les responsables des services d'administration. Tout le monde a identifié beaucoup de problèmes d'environnement. Et ces problèmes d'environnement, pour la plupart, ont une cause principale, les activités humaines. Les activités humaines issues de la nécessité pour l'homme de satisfaire ses besoins. Et cette satisfaction des besoins a deux principales orientations. Il y a l'orientation quotidienne pour la survie, mais aussi il y a l'orientation commerciale. C'est cette dernière qui pose le plus de problèmes. Quand on parle de braconnage, quand on parle d'exploitation de produits comme le bois, parce que la région aussi constitue une zone où l'exploitation du bois est décriée et déterminante. Et cette exploitation du bois est destinée, en tout cas pour la plupart, à satisfaire les besoins commerciaux. Et c'est ça qui pose le plus de difficultés pour les personnes en charge de la protection de l'environnement, que ce soit les services techniques de l'État, l'administration centrale, les populations locales, les organisations comme les associations, les GIE, les organisations communautaires de base, comme on a l'habitude de les mettre ensemble. Ça constitue le plus gros problème. Maintenant, les solutions. Comment faire pour que ces problèmes puissent trouver des solutions? D'abord, la première solution, c'est l'identification des causes profondes qui sont à l'origine de la dégradation de l'environnement. Une fois que les causes sont bien identifiées, comme c'est le cas pour la plupart, les acteurs qui sont à l'origine, les acteurs qui ont en charge la protection de l'environnement, il doit y avoir une concertation de tous les acteurs. Mais à commencer d'abord par les acteurs locaux, les populations qui vivent à côté de certaines ressources, comme le bois. Sans
la participation, l'engagement des populations locales, on ne peut pas résoudre ce problème. Donc, d'une part, il y a l'engagement de ces populations locales à œuvrer pour la protection de l'environnement, mais aussi il y a les services techniques de l'État qui doivent aussi s'engager. Ces services sont en train de s'engager, comme on le sait, mais elles doivent s'engager en rapport, en collaboration avec les communautés qui sont locales, avec maintenant l'appui de structures extérieures comme les ONG, les structures de financement comme le PMFM est en train de le faire, et d'autres organisations telles que la GIZ, l'ISAID, DANIDA et beaucoup d'autres structures qui appuient financièrement les communautés dans la protection. Un autre élément qui me semble important pour contribuer à solutionner ces problèmes, c'est la formation. Sans formation, il sera extrêmement difficile, aussi bien pour les populations locales et même pour les services techniques, parce qu'il y a la formation continue, à répondre aux besoins exprimés par les communautés, aux besoins exprimés par ces structures, par l'État, pour arriver à solutionner ces problèmes d'environnement. Parce que la formation est extrêmement importante, c'est un élément fondamental. Et une structure comme le PMFM, d'ailleurs, utilise la formation comme un des mécanismes de durabilité, de pérennisation. On ne finance aucun projet sans formation. Donc la formation. Et enfin, il y a les finances. Il faut de l'argent pour arriver à mener un certain nombre d'activités. Ça va dans le renforcement des capacités, parce que quand on parle de renforcement des capacités, il y a trois choses. Le renforcement des capacités d'une communauté par la formation, on améliore la connaissance. Il y a le renforcement des capacités à travers les financements, et enfin le renforcement des capacités à travers la mise à disposition de ces habilités matérielles. Voilà les trois axes. Donc c'est fondamental pour qu'on puisse avoir l'espoir. Il faut que tout le monde réussisse. Enfin, un dernier élément qui touche beaucoup plus à nous autres intellectuels, c'est la corruption. La corruption nous pose beaucoup de problèmes qui ont des répercussions sur l'environnement. Et à travers ça, on parle de gouvernance. Quand on dit qu'il faut une bonne gouvernance, dessous on a un problème que la bonne gouvernance doit nous contribuer à résoudre, c'est le problème de la corruption. Moi, je n'ai pas peur de le dire. La corruption nous pose de plus en plus de problèmes. On a parlé d'environnement. Donc le reboisement seul ne peut pas résoudre le problème d'environnement. Et même si on prend le cas des écosystèmes forestiers, le reboisement seul ne nous permet pas de résoudre ce problème. C'est une approche globale, holistique, comme nous, environnementalistes, on a l'habitude de le dire. L'environnement est caractérisé par la complexité. L'environnement est caractérisé par les interrelations. Et ces deux éléments sont fondamentaux à prendre en compte si on veut résoudre un problème d'environnement. Il faut prendre en compte la complexité, il faut prendre en compte le caractère transversal de beaucoup de problèmes. Parce que si on a un problème de dégradation, par exemple un problème de dégradation des ressources, par exemple la forêt, mais pour remettre la forêt, ce n'est pas seulement les forestiers. Les sociologues sont dedans, les forestiers évidemment sont dedans, les économistes sont dedans, parce que le caractère économique, la dimension économique de la chose est extrêmement importante à prendre en compte. Donc c'est tout le monde qui doit y mettre le sien pour qu'on puisse arriver à résoudre les problèmes. Le code forestier est déjà bien amélioré. Évidemment, il y a encore des choses à faire. Et il y a des améliorations qu'on peut apporter au code forestier. Par exemple, la liste des espèces qui sont protégées. Je pense qu'on peut améliorer cette liste des espèces qui sont protégées. Mais en tout cas, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a un grand pas qui a été fait dans l'amélioration de ce code forestier. Le dernier code forestier a été amélioré en tenant compte des problématiques actuelles. Ça, vraiment, il faut féliciter l'État, féliciter vraiment les structures, particulièrement le service forestier,
qui ont eu à améliorer. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir nos organisations des Nations Unies avec le programme PMFM, Fonds Microfinance, Fonds pour l'environnement mondial, qui est venu accompagner les structures, la Vision Verte, dans son projet d'appui à la conservation de la biodiversité et l'écosystème, dont nous avons reçu le financement de ces derniers. Aujourd'hui, je pense que ce financement vient en son heure, parce que comme vous le savez, aujourd'hui au Sénégal et plus particulièrement en Casamance, nous le savons nettement que la préservation de l'environnement constitue un énorme problème et la déforestation continue de plus belle et que la pollution aussi pareil. Donc nous aujourd'hui on a écrit un projet sur ça allant dans ce sens et que les Nations Unies ont fait confiance à notre structure. Je pense que le financement est venu en ce moment. Et ce projet s'appuiera sur différents domaines parce que nous allons, participer à l'éducation environnementale avec les élèves, dont 500 élèves seront formés sur l'éducation environnementale. Et nous allons créer des pépinières communautaires aussi pour pouvoir participer à l'amélioration de la biodiversité et la préservation de l'écosystème aussi. Donc avec ces pépinières communautaires, nous pourrions appuyer aussi les gens au niveau de la base avec l'éducation environnementale et que ces pépinières soient aujourd'hui quelque chose d'important pour le Sénégal parce que comme vous le savez, la déforestation continue de plus belle et on a un problème d'arbres. Et si nous, la Vision Verte, on s'engage à mettre des pépinières partout dans la Casamance et au Sénégal, c'est parce que nous voulons apporter notre part de contribution à la lutte contre la déforestation et la coupe abusive de bois. Je pense que comme le professeur l'a si bien dit, la corruption, elle a gagné le terrain et elle est même jusqu'à dans l'administration parce qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, certes, tu peux corrompre personne, mais s'il accepte, c'est parce qu'il a peur de quelque chose et il sait aussi que si la corruption ne marche pas, la force marchera. Et si je parle de la force, je parle de la répression. Et donc aujourd'hui, c'est ce problème-là que nous aussi, nous de la Vision Verte, que nous sommes en train de combattre. Parce que nous l'avons dit, nous le disons toujours dans les médias, que la corruption ne passera pas avec nous. Et tous ceux qui savent comment fonctionne le système des Nations Unies, il n'y a pas de la corruption. Et donc si on a été choisi parmi 43 projets, et parmi les 10 projets qui doivent être financés par le FEM, aujourd'hui c'est une fierté sénégalaise et c'est une fierté coldoise. Donc pour le problème de la corruption, elle est permanente ici au Sénégal et surtout dans le domaine de la déforestation à la abusive du bois. Parce qu'on voit à chaque fois que ces gens-là, une fois interpellés ou attrapés, on voit des négociations ou bien des interventions qui viennent de gauche à droite et c'est des gens vraiment qui ont de la force ou bien de la parole ici au Sénégal pour que ces derniers soient libérés. Et je pense qu'avec ce système, avec cette manière de faire, ça sera très difficile de combattre la coupe abusive du bois en Casamance. Parce que tout le temps qu'il y ait ces malfrats ou bien je dirais même ces trafiquants, une fois interpellés, il y a des gens, comme on le dit, les bras longs qui interviennent pour qu'on les libère. S'il y a des taxes qu'ils doivent payer, et on négocie ça. Donc à tout le temps, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve dans les prisons, c'est les mêmes personnes aussi qu'on retrouve dehors parce qu'ils sont libérés suite à une négociation. Et c'est les mêmes personnes aussi qui continuent à piller nos ressources naturelles. Donc il y a un problème énorme qui est là. Et ce problème, tant qu'il n'est pas résolu, le problème de la coupe abusive du bois, le problème de la déforestation, le problème du trafic de bois ne quittera pas au Sénégal.